Je pense que, chers terminalistes, que vous prenez note. Maintenant, Maxime, on va parler sur autre chose qui consiste à demander si la connaissance conduit-elle nécessairement à la liberté. Je disais tantôt que la connaissance de l'homme, la réflexion humaine est inscrite au cœur de la réflexion philosophique. Les philosophes étant des amoureux de la sagesse se sont longtemps efforcés de connaître réellement qui est l'être humain. Maintenant, à la question de savoir est-ce que la connaissance conduit nécessairement à la liberté, il sera certainement nécessaire de préciser que est-ce que la connaissance est source de liberté. Autrement dit, avec la connaissance, peut-on être libre avec la connaissance? Oui, je dirais oui dans un premier temps. Oui, pourquoi? Parce qu'on peut dire que la connaissance et la liberté sont deux notions qui sont conciliables, sont deux notions qui sont compatibles. Autrement dit, pour accéder, pour être libre, pour être réellement libre, il faut être un connaisseur. Même que dans la religion aussi, on nous enseigne qu'il faut d'abord connaître avant de pratiquer. Dieu l'a exhorté aux croyants. Avant de m'adorer, il faut me connaître d'abord. Donc sur le plan religieux, on peut dire que la connaissance permet à l'être humain d'être libre. Sur le plan social aussi, on peut dire que la connaissance permet à l'homme d'être libre. D'ailleurs, Jean-Jacques Rousseau disait que l'impulsion d'un seul appétit est esclavage. L'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté. Donc, pour résumer la pensée de Jean-Jacques Rousseau, on peut dire que la connaissance des lois, le fait de maîtriser les lois, le fait de connaître les lois qu'on a établies dans la société, permettent à l'homme d'être libre. Donc, l'homme libre, selon Jean-Jacques Rousseau, c'est celui qui connaît les lois. Donc, pour être libre, selon Jean-Jacques Rousseau, il faut maîtriser, connaître les lois et les respecter. Sous un angle aussi ontologique, la connaissance de soi permet à l'homme d'être libre. Descartes disait à travers sa fameuse formule cogito ergo sum. Autrement dit, je pense, donc je suis. Donc l'homme, étant conscient de son existence et de sa mort future, est différent de l'animal qui existe mais qui n'est pas. Pourquoi je dis que l'animal existe mais il n'est pas? Parce que l'animal n'est pas conscient de son existence, l'animal aussi n'est pas conscient de sa mort future. Contrairement à l'homme qui est guidé par sa raison, excusez-moi, contrairement à l'homme qui est guidé par sa raison, lui, il est conscient de son existence et de sa mort future. Donc, vu sur cet angle, on peut dire que la connaissance humaine permet à l'homme d'accéder à la véritable liberté. Ça, c'est la première partie. Maintenant, dans la deuxième partie, il faudra montrer que la connaissance pourrait être considérée comme une entrave, comme un obstacle, comme une barrière à la liberté humaine. Parce qu'on a vu des penseurs qui, à force d'extérioriser, d'exprimer leurs pensées, leurs connaissances, ils ont fini par être sanctionnés. Je pense à Galilée, je pense à Giordano Bruno, je pense à Galilée qui disait que ce n'est pas le soleil qui tourne autour de la terre, mais c'est la terre qui se meut autour du soleil. Malheureusement, les propos de Galilée ont été incompris par l'église de l'époque. L'église l'a sanctionné. Mais l'histoire nous a montré que Galilée avait raison quand il disait que ce n'est pas le soleil qui tourne autour de la terre, mais c'est la terre qui se meut autour du soleil. Donc de ce point de vue, on comprend que la connaissance parfois empêche à l'homme d'être libre. L'exemple de Socrate aussi en est une parfaite illustration. Socrate qui, en vivant dans une cité grecque, a été accusé faussement par la cité grecque parce qu'il a été incompris. De ce point de vue, on peut dire que la connaissance parfois empêche aux philosophes, empêche à l'homme d'être libre sur le plan social. Bon, Maxime, est-ce qu'on peut dire que la philosophie a une identité propre? Pour répondre à cette question, il serait peut-être important de définir d'abord ce qu'est la philosophie. Définir la philosophie ici, c'est essayer d'abord de centrer la réflexion sur les caractéristiques fondamentales de la philosophie. Je venais de dire tantôt que la philosophie elle est caractérisée par la raison. Donc on peut dire que l'une des caractéristiques fondamentales de la philosophie, c'est la raison. Il y a aussi le déploiement. Et le déploiement de la raison, il y a aussi la critique et la contestation. Maintenant, tous ces facteurs, tous ces éléments nous permettent de dire que la philosophie a une identité propre. Donc on reconnaît la philosophie à travers la raison, on reconnaît la philosophie à travers la critique, on reconnaît aussi la philosophie à travers la contestation. D'ailleurs, Platon disait dans son ouvrage intitulé Le Tête-Tête, s'étonner, la philosophie n'a pas d'autre origine. Donc à travers cette citation émise par Platon, on comprend que l'étonnement est inscrit au cœur de la réflexion philosophique. En d'autres termes, on ne peut pas philosopher sans s'étonner. Pourquoi? Parce que s'étonner, on doit s'étonner pour parvenir à la vérité. Maintenant, dans le même ordre d'idée, de montrer que la philosophie a des caractéristiques qui lui sont propres, on peut évoquer ici l'exemple de l'allégorie de la caverne. Platon nous a fait comprendre qu'il y a deux mondes. Il y a le monde sensible et le monde intelligible. Parce que dans la caverne, il y avait des prisonniers qui étaient attachés, qui n'avaient pas la possibilité de contempler ce qui se passe dehors. Maintenant, un des prisonniers s'efforce de se débarrasser des chaînes et va voir ce qui se passe dehors. Platon nous dit quoi? La caverne symbolise le monde sensible. Le prisonnier qui a fait l'effort de se débarrasser des chaînes pour aller voir ce qui se passe dehors symbolise le philosophe. Maintenant, la sortie que le prisonnier a faite pour aller voir ce qui se passe dehors, ce qu'on appelle la dialectique ascendante. Quelle est la conséquence que Platon a tirée? La conclusion que Platon a tirée est la suivante. Philosopher, c'est s'exercer à mourir. Maintenant, à travers cette affirmation, on comprend que la philosophie exige des caractéristiques qui lui sont propres, que sont la raison, le doute et la remise en cause perpétuelle. Mais d'autre part aussi, on peut dire que la philosophie n'a pas d'identité propre.
Pourquoi? Parce que vouloir définir la philosophie, c'est trahir sa vocation et sa prétention. Parce que la philosophie est la seule discipline qui soit indéfinissable. La philosophie est la seule activité qu'on ne peut pas définir avec exactitude. C'est pourquoi Aristote disait, du moins, les philosophes ne sont d'accord que sur le désaccord. Désaccord, pourquoi? Parce que les philosophes passent tout leur temps à se critiquer entre eux. Pourquoi? Parce que la philosophie, depuis sa genèse, depuis son avènement, elle tarde non seulement à s'entendre sur un point, les philosophes tardent à s'entendre sur un point précis, mais aussi et surtout la philosophie n'a pas de définition qui soit univoque. Maxime, on va prolonger la réflexion avec la citation de Karl Marx qui consiste à dire que jusqu'ici les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde. Ce qui importe, c'est de le transformer. Qu'en pensez-vous? Cette citation lancée par Karl Marx est une critique attribuée à la réflexion philosophique. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la philosophie, depuis son avènement, elle a eu des adversaires et des opposants qui passent tout leur temps à fustiger, à remettre en cause la réflexion philosophique. Maintenant, pourquoi Karl Marx a dit que jusqu'ici les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde? Ce qui importe, c'est de le transformer. Parce que Marx, naturellement, il attend que les philosophes transforment le monde matériellement. Nous savons que la philosophie n'a ni la vocation, ni la prétention de satisfaire les besoins matériels de l'homme. Si la philosophie tente de satisfaire les besoins matériels de l'homme, elle sombre dans le fiasco, elle sombre dans l'échec total. De ce point de vue, on pourrait donner raison à Karl Marx quand il dit que les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde. Les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde. Il faut comprendre à travers cette expression que les philosophes passent tout leur temps à se chamailler, à se critiquer entre eux. La preuve, à la question de savoir qu'est-ce que la philosophie, on a vu que beaucoup de philosophes ont donné des réponses. Mais les réponses apportées par les philosophes sont multiples et contradictoires. Là où l'homme a des besoins matériels, ne serait-il pas plus judicieux, plus nécessaire de faire recours à la science que de faire recours à la réflexion philosophique, là où les philosophes passent tout longtemps à bavarder, à parler, alors qu'il y a des solutions, des besoins pragmatiques, efficaces qui sont là, où l'homme a besoin coûte que coûte d'avoir des solutions. Donc, vu sur cet angle, on pourrait donner d'une part raison à Karl Marx quand il dit que les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde. Toutefois, il faudra préciser que Marx n'a rien compris. Pourquoi je dis que Marx n'a rien compris? Parce qu'il n'y a pas de transformation sans spéculation. Pourquoi je dis qu'il n'y a pas de transformation sans spéculation? Parce que la philosophie, certes, elle n'a pas la possibilité de satisfaire les besoins matériels de l'homme, mais la philosophie a la possibilité de changer la conscience des hommes qui changent le monde. Je pense à Herbert Marcuse quand il disait que la philosophie ne change pas le monde, mais elle change la conscience des hommes qui changent le monde. Autrement dit, pour que le Sénégal puisse être émergent, il faut que les consciences des Sénégalais puissent purifier, puissent changer, pour que le pays soit émergent. Donc il appartient donc à la philosophie de prendre en charge les préoccupations d'ordre intellectuel. Parce que l'homme n'a pas seulement des besoins matériels, mais aussi il a des préoccupations intellectuelles. Maintenant, ces préoccupations intellectuelles, pour qu'elles puissent être assouvies, pour qu'elles puissent être satisfaites, il va falloir que l'homme fasse impérativement recours à la philosophie. Donc, dans ce sens, on ne saurait reléguer la réflexion la réflexion philosophique au second plan. Je dirais même que vouloir vivre sans la philosophie, c'est essayer comme vivre tout en suspendant sa respiration, chose impossible. Donc, de ce point de vue, on peut dire que si le monde a besoin de la philosophie, c'est parce qu'il y a un manque dans la culture humaine, de l'inhumain dans l'humain, de l'irréalité dans la réalité.